Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je suis ravi d'être avec vous pour vous proposer cette émission spéciale, cette émission débat dans le cadre des élections législatives anticipées. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à la première circonscription d'Eure-et-Loir. J'ai avec moi des candidats qui vont défendre leur projet, leur vision pour le pays, mais sans plus attendre. Je vous propose de vous les présenter. Alors on va faire de gauche à droite. On va commencer avec vous, M. Verne. Bonjour, merci de nous d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être présent. Vous représentez le parti Les Républicains. Oui. Merci Madame Minot d'être avec nous ici aujourd'hui. Vous représentez le Rassemblement national. Monsieur Kasbarian, merci également. Bonjour. Vous êtes le député sortant. Vous représentez Ensemble. Monsieur Delaunay, merci également d'être avec nous. Vous représentez Reconquête. Et enfin, Monsieur Bridet, merci également d'avoir accepté l'invitation. Vous représentez le Front populaire. Le nouveau, pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Alors, on ne va pas tarder parce qu'effectivement, on a une heure d'émission ensemble. Alors, la première question sur laquelle je voulais vous interroger, sur l'ensemble des débats que j'ai eu l'occasion de faire, c'est la première fois que je sens que l'immigration joue un enjeu important dans l'esprit des Français. Alors, c'est un peu deux questions en une. Pourquoi ? D'après vous, les Français portent autant d'attention à l'immigration et quelle est votre vision de société pour la France en termes d'accueil pour les étrangers? Alors c'est vrai qu'on n'a pas tiré au sort, du coup, pressé par le temps. Je vais faire de droite à gauche, du coup, comme ça. On va commencer avec vous, Monsieur Bridet. Selon vous, pourquoi les Français pensent autant à l'immigration ? Les Français pensent autant à l'immigration parce qu'eux-mêmes sont dans une forme de fragilité, parce que l'édifice social, peu à peu, s'est délité depuis quelques années. Et il est plus difficile d'accueillir lorsque soi-même, on ne se sent pas en confort, on ne se sent pas en espoir dans l'avenir. Et pourtant, c'est la fierté de la France que d'accueillir. C'est l'honneur aussi de la France que d'être cette terre d'accueil qui en fait sa richesse. C'est une obligation morale, une obligation humaine. Des gens souffrent, des gens se déplacent pour construire leur vie ailleurs, là où il est peut-être plus facile lorsque, chez soi, le climat ne permet plus parfois de s'épanouir. Lorsque la guerre également, ou la violence sévissent, eh bien on cherche ailleurs la manière d'élever sa famille, la manière de grandir soi-même. Et j'étais à Galardon vendredi dernier dans une entreprise qui s'appelle Usine A28, une entreprise que je qualifie de citoyenne. J'ai rencontré Moustapha. Il y a 7 ans, Moustapha est arrivé du Soudan, un pays qui souffre énormément. Des peuples qui souffrent. Il est arrivé très très jeune. Aujourd'hui, au bout de 7 ans, il parle un français remarquable. Il est devenu un ouvrier d'excellence dans cette entreprise, que beaucoup d'entreprises envient. Il vient de se marier, il habite à Chartres. Et c'est le plus reconnaissant des citoyens aujourd'hui, parce que là, la France a joué son rôle, ce rôle d'accueil qui lui permet de s'enrichir, qui s'est toujours enrichi au fil des siècles, des différences, des apports culturels, des apports intellectuels des populations les plus diverses. Est-ce qu'on peut parler de quotas directement ? Comment vous voyez, comment vous envisagez l'accueil des étrangers ? Est-ce qu'à un moment, du côté de la gauche, on va réfléchir, vous réfléchissez à tout simplement des quotas ? Non, l'humanité, ça ne peut pas être de la comptabilité. Impossible. Les grands mouvements humains, dans l'histoire, depuis l'histoire de l'humanité, ils sont irréversibles. Alors soit on s'y prépare, et soit on devient une terre d'accueil, mais en fait devenir une terre d'accueil, c'est devenir une terre et un pays déjà beaucoup plus accueillant pour ses propres ressortissants les plus fragiles. Et là, les choses peuvent se passer dans l'avenir et dans l'espoir, dans une construction collective, commune. Soit on s'enferme, soit on lutte contre ces flux, et là, on ne fait que reculer le moment potentiellement du chaos, de la violence, en tout cas de ces affrontements. Merci, M. Bridet. Côté immigration, on a le sentiment que ces enjeux sont venus particulièrement devenus médiatisés avec la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, avec Reconquête. Le Rassemblement national et Reconquête ont joué un rôle déterminant dans la médiatisation de ce sujet. Alors du côté de Reconquête, est-ce que vous comprenez également pourquoi les Français pensent tant à l'immigration et comment vous voyez l'accueil des étrangers ?
Oui, je comprends totalement l'inquiétude des Français sur le sujet de l'immigration parce que aujourd'hui c'est un défi civilisationnel. Alors je sais que ça fait saigner les oreilles de certaines personnes quand on en parle, mais c'est un défi civilisationnel, c'est un défi identitaire. Il est totalement normal que les Français s'inquiètent de cela parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité, il y a du laxisme judiciaire sur cette immigration. Là aussi, ça fait saigner des oreilles quand on fait ce lien, mais pourtant le lien est avéré. En ce qui concerne l'accueil des étrangers en France, Reconquête ne s'y est jamais opposée. En revanche, ce qu'on exige, c'est que quand quelqu'un rentre dans notre pays, en France, c'est qu'il s'intègre, c'est qu'il fasse l'effort d'intégration, qu'il s'intègre culturellement, qu'il accepte son histoire, qu'il accepte son identité, qu'il fasse l'effort. Moi, quand j'invite des amis à la maison, j'exige qu'ils enlèvent leurs chaussures, qu'ils se lavent les mains avant d'aller manger. Et quand on arrive en France, c'est la même chose, on respecte les règles. Et il y en a aujourd'hui qui font cet effort-là, mais il y en a trop peu, c'est une minorité. Et je pense que ça doit être une majorité, ces personnes qui souhaitent vivre en France. Et puis cet accueil des étrangers, nous, on l'a toujours dit depuis la campagne présidentielle de 2022, pendant les européennes, cet accueil, ce contrôle, je dirais, d'arrivée en France, il ne se fera pas sur le territoire français, il se fera dans les ambassades des pays d'origine. Les gens qui nous disent « ça n'est pas faisable », si, c'est faisable. Nous voulons contrôler l'accès, je dirais, des personnes étrangères sur le sol français. Je me fiche de savoir de quelle origine ils sont. Qu'ils soient japonais, chinois, éthiopiens, danois, d'Amérique du Sud, je m'en fiche. En termes de chiffres, du coup, combien précisément, pour qu'on puisse se rendre compte, qu'on puisse chiffrer Alors, les chiffres qu'avait donné Éric Zemmour en 2022, on était à peu près entre 2000 et 3000 personnes par an. Ça me semble tout à fait raisonnable. Donc voilà, je pense qu'il faut, à un moment donné, je dirais, se calmer un peu sur l'accueil et qu'on puisse retrouver un sentiment de sécurité et qu'on puisse petit à petit faire cet effort d'intégration pour que tout le monde, je dirais, puisse vivre tranquillement. Merci, Monsieur Delaunay. Même question, Monsieur Kasbarian. Avec la particularité, vous êtes le député sortant. Voir ce thème-là arriver dans l'esprit de Français, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec avec le président qui lui-même avait dit, lorsqu'il était élu, qu'il ferait reculer l'extrême droite? Que pensez-vous de cet enjeu et qu'allez-vous proposer si vous êtes à nouveau élu Bien, bonjour, merci pour votre invitation. En réalité, moi, j'ai le sentiment que la question de l'immigration n'est pas une question nouvelle. Cela fait des décennies, voire même des centaines d'années, que notre pays connaît des vagues d'immigration. Moi-même, je suis issu du génocide des Arméniens. En tout cas, mes arrière-grands-parents sont arrivés en France en 1915 à l'issue du génocide des Arméniens. Alors, c'est pas nouveau, mais ma mère est arrivée avec la guerre du Liban en arrivant en France sans parler le français. C'est pas l'immigration qui est nouvelle, c'est l'enjeu de campagne. Monsieur Sénéchal, vous avez laissé mes interlocuteurs parler. Je vous remercierai de me laisser parler. Donc, je réaffirme que la question de l'immigration n'est pas une question nouvelle et qu'elle a toujours existé dans notre pays. Et je fais la distinction entre l'immigration légale, c'est-à-dire des personnes qui ont le droit d'asile, que la France a toujours accueilli de façon bienveillante, avec de l'intégration, avec de l'assimilation, avec le respect des règles de la République, et l'immigration illégale, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées sans avoir de visa, qui sont arrivées sans répondre à un besoin d'emploi dans notre territoire, ou qui sont arrivés sans bénéficier du droit d'asile et qui, en réalité, quand la justice a tranché, quand il n'y a pas de droit d'asile, n'ont pas à rester sur notre territoire. Et donc, je pense que quand on parle d'immigration, il faut savoir distinguer les choses. À la fois l'immigration légale qui peut être justifiée, dont on peut avoir besoin d'ailleurs dans notre territoire, je pense à l'hôpital de Chartres, je pense à nos restaurateurs, je pense à nos artisans, je pense au BTP, je pense à énormément de secteurs sur lesquels il y a des personnes qui sont étrangères, qui sont arrivées, qui respectent toutes les règles de la République, qui n'enfreignent jamais la loi, qui payent leurs impôts, qui travaillent et qui créent des richesses dans notre pays. Et ça n'a jamais posé réellement un problème. Le sujet, c'est l'immigration illégale et des personnes qui, en réalité, n'ont rien à faire sur le territoire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? D'une part, en amont, être capable à la fois de bien accueillir ceux qui ont vocation à être ici, à travailler et à pouvoir contribuer à la richesse nationale.
lutter contre l'immigration illégale, c'est-à-dire mieux protéger nos frontières européennes, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la solution sur ce sujet-là ne se gère pas au niveau franco-français, mais au niveau européen. Et puis, quand la justice a tranché et que vous êtes sous OQTF, réaliser des OQTF. La France est en réalité un des pays d'Europe qui en réalise le plus. Il y a plus de 14 000 OQTF qui sont réalisés chaque année d'expulsion, beaucoup plus que l'Italie ou que l'Espagne en réalité, plus de 2 fois plus. Il faut aller encore plus loin. Mais ça nécessite d'avoir un effort diplomatique, y compris avec des pays qui aujourd'hui refusent de reprendre un certain nombre de ressortissants, et que l'on a besoin de convaincre, de façon vigoureuse, de reprendre des ressortissants qui n'ont pas vocation à être sur le territoire parce qu'ils ne bénéficient pas du droit d'asile et parce qu'ils sont arrivés illégalement dans notre pays. Donc essayons de parler de ce sujet de façon complète, en distinguant les choses, sans amalgamer ou sans faire de propos généraux sur le sujet, et en étant à la fois ferme sur l'immigration illégale et en ayant une politique volontariste d'assimilation et d'intégration quand on parle d'immigration légale, dont, encore une fois, chacun peut voir dans notre territoire qu'elle existe et qu'elle est parfois même nécessaire d'un point de vue économique dans beaucoup de secteurs. Merci, Monsieur Kasbarian. Madame Hinault, alors vous, pour qui les sondages vous placent en tête, vous avez en ce moment le vent dans le dos, est-ce que aujourd'hui, à Rassemblement National, comme à Reconquête, vous criez victoire sur ce jeu, sur ce thème qui vous a été cher? Non, absolument pas. On a été les premiers à s'en préoccuper depuis le début de la création de notre parti, mais j'entends M. Kasbarian qui nous dit que le gouvernement a été ferme. Le bilan de M. Darmanin est absolument catastrophique en termes d'OQTF. On voit qu'il y a des vies de Français sacrifiés quotidiennement. 14 000, hein, Madame Hinault. Oui, mais peut-être. C'est 2 fois et demi de plus que l'Espagne et l'Italie. Et vous faites quoi pour les cas dans Lola, par exemple? Le cas de Lola. Pourquoi cette femme était encore sur notre territoire? Qu'il faille en faire plus, oui, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'OQTF. Oui, mais c'est pas vrai. Enfin, factuellement, c'est pas vrai. Je suis d'accord avec vous, vous en faites. Mais il y en a 14 000 en France. Et je vais bien la laisser poursuivre, comme elle vous a pas interrompu. Vous en faites tellement peu aujourd'hui. Elle m'interpelle, je suis obligé de répondre, je sais. Mais vous en faites, il y en a tellement peu de réalisés aujourd'hui, enfin, on le voit le résultat. Combien de personnes qui ne doivent pas être là aujourd'hui ont causé des crimes sur notre territoire. Et nous, on est contre ça. On est contre aussi le droit du sol, parce qu'on part du principe que la nationalité française, elle se mérite. Elle se mérite de par une assimilation linguistique, par une assimilation à sa culture et à son histoire. De même, nous abrogeons la réforme des retraites qui est totalement délétère économiquement, mais aussi pour nous socialement. Excusez-moi, ça nous permettra, en fait, on supprimera l'AME, donc l'aide médicale d'État, pour payer en fait aux Français qui ont travaillé dès le plus jeune âge une retraite digne à partir de 60 ans. Parce que pour nous, en fait, l'important, c'est d'abord les Français qui ont travaillé sur ce territoire. De même, les délinquants étrangers, nous comptons les raccompagner chez eux, parce que s'ils ne sont pas capables de s'assimiler sur notre territoire, ils n'ont rien à faire chez nous. Merci, Madame Minot. Alors, pour les Républicains, comment vous... Oui, il marche bien, c'est ça. Alors, comment vous vous situez sur cette question, avec une crise en ce moment chez les Républicains, avec la sortie de votre président Ciotti qui a rejoint... Il a émigré. Le Rassemblement National. Il est émigré vers... Non, vous le dites, non. Sur un autre parti. Ouais. Il est parti à l'extrême droite. Comme quoi, il y a pour cette pas question, notamment. Il y a aussi de l'émigration en France. Et M. Ciotti en est un exemple. Il a choisi d'émigrer à Nice et on lui souhaite bon vent. Sur l'immigration, moi, je voudrais quand même rappeler d'abord les chiffres. On est aujourd'hui sur quasiment 500 000, en fait, primo titres de séjour et demandes d'asile accordées par an. C'est considérable. Il y a une augmentation énorme dans les dernières années et on ne peut pas le nier. Sur l'immigration, comme sur d'autres sujets en réalité, il y a l'électeur qui est déjà assez largement perdu. Pour dimanche prochain, depuis le début de la campagne, je vois les électeurs stupéfaits de cette dissolution. Il faudrait quand même le rappeler que cette dissolution a été demandée par personne et qu'ils sont face à cela. Moi, ils ne me parlent pas d'immigration. Moi, ils sont catastrophés par l'avenir du pays en général. Mais si on commence par l'immigration, qui est effectivement un sujet, on a une réponse consistant à dire il n'y a pas de problème avec l'immigration. Soit, c'est pas ma réponse. Il y a une autre réponse des extrêmes à droite, consistant à dire tous les problèmes sont liés à l'immigration. Ce n'est pas non plus mon opinion. Et puis il y a, depuis 7 ans, des gens qui nous disent, et on partage les mots, on ne partage pas les faits, qui nous disent il y a un problème avec l'immigration, non pas régulière, on est d'accord, mais irrégulière, on est d'accord. Simplement,
Ça fait 7 ans qu'on attend un peu les réponses. Ces réponses-là, on a essayé d'y travailler aux Républicains. La droite, elle a proposé, au Sénat d'abord, à l'Assemblée ensuite, quand même, largement une sorte de réécriture du projet de loi immigration en décembre dernier, qui a été adopté au Parlement par l'ensemble, par les macronistes et par la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est symptomatique de ce qui se passe dans ce pays, pas que sur l'immigration, mais en général. Le Conseil constitutionnel a censuré les 3/4 de ces dispositions sur la base d'une jurisprudence évolutive. Je vous passe les détails, mais en gros, il y a eu un sentiment que le peuple, par le Parlement, s'était prononcé sur l'immigration avec des mesures, des vraies mesures, pour enfin réduire l'immigration irrégulière, enfin permettre l'intégration de ceux qui ont le droit de rester dans ce pays, et enfin permettre l'éloignement réel, et pas que les 14 000, de ceux qui ne devraient pas être dans ce pays. Non. Eh bien, on n'y est pas parvenu. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel s'est mis sur la route démocratique de l'expression de l'intérêt général. Et ça, c'est un problème qui dépasse de très loin, en réalité, l'immigration, et qui explique pour moi, indirectement aussi, pourquoi est-ce qu'à nouveau, on est devant les urnes. Non, mais pour bien comprendre, pour les électeurs, donc vous vous concentrez sur l'immigration illégale, mais il n'y a pas un virage à droite, un peu plus à droite, en réduisant les vannes. C'est pour juste être sûr de bien comprendre Alors, du côté des Républicains. Si vous considérez que réduire l'immigration irrégulière, c'est être de droite, je vais vous avouer un secret ici, je suis de droite, effectivement. Vous avez répondu. Je vais rester avec vous. On va refaire le tour de l'autre sens. On va passer à la deuxième question. Oui, n'éteignez pas vos micros, hein, laissez-les allumés à chaque fois. On va parler du pouvoir d'achat. Alors, c'est une question qui revient régulièrement. Élection après élection, le portefeuille des Français est de plus en plus petit, l'inflation, etc. Au bout d'un moment, voilà, les Français se disent on n'a plus confiance aux politiques. On nous fait des belles promesses. J'arrive plus à vivre à la fin du mois. Mon salaire, parce que là je ne parle pas des personnes qui sont au chômage, je parle des personnes qui travaillent mais qui restent pauvres. Monsieur Verne, du côté des Républicains, comment on augmente le pouvoir d'achat des Français? Le pouvoir d'achat, ça c'est vraiment, effectivement, là on touche vraiment un sujet quotidien, tout le monde en parle tout le temps, mais ce qui est très difficile avec le pouvoir d'achat, c'est qu'il y a des amalgames énormes qui sont faits, parce qu'il y a une incompréhension sur, concrètement, comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Bon. Moi je crois, d'abord pour commencer, je ne crois pas au Père Noël, parce que j'ai plus de 4 ans. Donc la liste Père Noël, que je peux lire dans certains programmes, consistant à dire on va mettre tous les salaires beaucoup plus haut, on va mettre toutes les primes beaucoup plus haut. J'y crois pas. Moi, je pense qu'il faut relancer l'économie pour augmenter le pouvoir d'achat. Ça signifie concrètement les vieilles propositions. Réindustrialiser. Réindustrialiser, ça crée de l'emploi, ça crée du pouvoir d'achat. Garantir le pouvoir d'achat, peut-être, mais garantir pour que ça ne baisse pas. Ça, je suis d'accord. Effectivement, il faut sauver le pouvoir d'achat des retraités. Moi, je m'engage effectivement pour que cette indexation des retraites sur l'inflation, elle soit maintenue. Parce que j'entends beaucoup de choses en ce moment qui m'inquiètent. Il faut que le pouvoir d'achat des retraités soit maintenu. Pour le reste de l'économie, faisons confiance à l'économie. Donnons les moyens en fait, aux entreprises d'investir, de se développer, de croître. Et là, on aboutira effectivement, réduisons le chômage. Et là, on aboutira à une augmentation du pouvoir d'achat. Et pas la liste personnelle, s'il vous plaît. Pour bien comprendre, quand vous parlez de réindustrialisation du pays, c'est comment? Parce que là aussi, on l'entend parler depuis un petit bout de temps. Vous avez des solutions pour motiver les entreprises à revenir en France et pas partir en Roumanie ou je ne sais pas où? Je pense que, il faut dire ce qui est bien fait, il faut dire ce qui est mal fait. Il y a une politique économique qui a été menée depuis quelques années qui va dans le bon sens, parce que c'est une politique de l'offre. Il faut continuer cette politique de l'offre. Il faut continuer. Moi, je vois que le chômage se réduit, c'est bien. Moi, j'aurais, par contre, un correctif à apporter. Quand vous dites la politique de l'offre, vous parlez de quoi précisément? La politique de l'offre, en matière économique, ça signifie ne pas augmenter, ne pas directement avoir une politique qui mène à l'augmentation des salaires, ou qui mène, c'est passer par l'économie, faire confiance aux entreprises, en fait. C'est ça qu'il faut dans ce pays. Bon. Cependant, il y a des choses, aujourd'hui, on est en train de perdre, encore et toujours, notre potentiel industriel. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes très complexes et on n'aura pas l'occasion, je pense, de tout aborder aujourd'hui. Mais il y a un sujet de formation, il faut aller plus loin dans la formation de chacun pour vraiment professionnaliser. Il y a un sujet aujourd'hui aussi d'attractivité. Les baisses des charges, c'est bien, mais il faut peut-être
réévaluer ces baisses de charges, parce qu'il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Bon. Il y a une politique énergétique aussi. Bref, moi, mon message à retenir aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, c'est que ce que j'entends, cette campagne de 3 semaines, certes, c'est compliqué une campagne de 3 semaines, ça je l'entends, mais ce sont des solutions beaucoup trop simplistes sur le pouvoir d'achat. On n'est pas aujourd'hui sur une foire à tout où il suffit de claquer des doigts pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est complexe, mais ça passe par les entreprises. Faisons confiance aux entreprises sur ce sujet, accompagnons-les pour développer l'économie française. On passe par les entreprises avec le Républicain du côté des Rassemblements nationaux. Comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, même si vous avez répondu tout à l'heure un petit peu avec le côté immigration, pardon. Quelle autre solution? Alors nous, on a des solutions qui sont simples et concrètes et efficaces dès le mois de juillet. Notre plan, il se compose... Dès le mois de juillet? Oui, exactement. On a le premier temps, le temps des urgences. Donc avec la baisse de la TVA qui passera de 20% à 5,5%. Premièrement, qui passera à l'Assemblée nationale et au Sénat par une loi, et aussi grâce à un entretien avec Bruxelles pour négocier comme l'ont fait le Portugal et l'Espagne et qui l'ont fait fructueusement. Aujourd'hui, je rappelle qu'en 2 ans, les factures d'énergie ont augmenté de 45% en France, pour les Français. C'est un véritable poids en fait pour leur pouvoir d'achat, mais aussi pour leurs loisirs, pour leur quotidien. Avec nous, ce sera une baisse donc de 30% à 40% dès juillet. Secondement, on va abroger donc la loi d'assurance chômage qui est pareil inégale et qui creuse le pouvoir d'achat des Français. En octobre, on lancera donc ce qu'on va appeler le temps des réformes. Donc déjà, en abrogeant aussi la réforme des retraites, parce que c'est un manque à gagner pour les Français, puisqu'en fait, ils ne dépensent plus. Parce qu'ils passent leur temps à travailler, mais ils ne peuvent plus profiter. Donc on aimerait que ces Français-là puissent profiter de leur retraite et puis réinjecter en fait de l'argent en consommant. Et puis, bien évidemment, pour augmenter les salaires, mais aussi favoriser l'embauche, il y aura la possibilité d'augmenter le salaire de 10%. Donc si vous êtes 3 fois en dessous le SMIC, avec des charges qui seront exonérées pendant 5 ans, parce qu'on a bien entendu la demande des industriels et des entreprises qui souhaitent embaucher, aussi augmenter le salaire de leurs employés, mais qui ne peuvent pas tellement ils sont accablés par les charges. D'accord. Juste une interrogation par rapport à la baisse de la TVA pour la caisse de l'État. La France est endettée. Comment vous faites? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de creuser un peu plus la dette en privant la France d'une recette importante qui est la TVA? Non, je ne pense pas, parce que finalement, vous regardez le bilan Macron, financièrement, c'est une véritable catastrophe. Pour rappel, en 2027, le budget de l'éducation sera exactement le même que le budget de remboursement de la dette. Donc c'est absolument dramatique si c'est passé. 17 milliards, la TVA. Mais c'est pas grave. Et dans ce cas-là, on lancera... Si, c'est grave. Non, mais de toute façon, vous avez fait plein de quoi qu'il en coûte. Je sais pas comment vous financez vos 17 milliards. Et bien justement, on lancera donc dès le mois de juillet un audit sur les finances de l'État pour savoir où récupérer l'argent et le réinjecter en fait pour que les Français aient plus de pouvoir d'achat. Je vous remercie, Madame Minot. Alors, on a compris, c'est pas une solution pour vous, la baisse de la TVA. Alors, comment on fait pour remettre de l'argent dans le portefeuille des Français? Écoutez, vu que votre question porte sur l'économie, je voudrais quand même rappeler que ceux qui créent de la richesse dans notre pays, c'est pas les politiciens que vous voyez devant vous, c'est pas les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires de l'État, ce sont les entreprises. Ce sont les industriels, ce sont les travailleurs par leur travail, ce sont les agriculteurs, ce sont les TPE, PME, ce sont les artisans, ce sont les commerçants qui bossent chaque jour et qui, par leur travail, créent des richesses, créent des revenus et permettent ensuite à l'État de prélever pour faire de la redistribution. Mais moi, je ne veux pas mettre des barrières dans les roues de toutes ces entreprises et de tous ces travailleurs qui bossent pour pouvoir gagner leur vie. Ce que je porte, ce que nous portons, c'est le fait d'avoir une politique effectivement de l'offre, c'est-à-dire qui encourage la production des entreprises, pas de hausse de taxes, parce que si vous augmentez les taxes, vous vous mettez à la place de l'investisseur ou de l'entreprise, elle n'a aucun intérêt à produire si derrière on lui dit qu'on va tout lui piquer. Bon. C'est pas non plus de nouvelles contraintes réglementaires qui font qu'on est moins compétitif par rapport à tous nos voisins européens et qu'on se retrouve les dindons de la farce dans la concurrence internationale. Donc, moi, ce que je souhaite quand on parle de pouvoir d'achat, c'est de permettre à chacun de gagner mieux sa vie grâce à son travail, de baisser les impôts quand on peut les baisser, et de le faire sans avoir une liste de Père Noël, de courses qui sont infinançables. Pardon, Madame Minot, mais 17 milliards de baisse de TVA dès juillet,
On ne sait absolument pas comment vous les financez. Au total, votre programme, c'est 100 milliards de dépenses en plus à l'année. Mais M. Bardella le sait très bien, puisqu'il revient en arrière sur toutes ses promesses. C'est qu'il voit bien lui-même que c'est pas tenable. Même sur les retraites, on a appris cette semaine qu'il voulait passer à 66 ans l'âge de départ à la retraite si vous avez commencé à bosser à 24 ans. C'est Donc, complètement fou. en réalité, un an et vous 3 faites mois, des en fait. promesses que vous savez très bien que vous ne tiendrez pas. De l'autre côté, côté NUPS, enfin côté nouveau Front populaire, vous avez une litanie de dépenses publiques supplémentaires, 14 tranches d'imposition supplémentaires, 1 600 € le SMIC. Bon courage à tous les commerçants et artisans pour passer le SMIC, parce que c'est pas la NUPS qui va payer le SMIC. Ce sont les entreprises qui vont devoir du coup payer plus. Donc une litanie de la 6e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, etc. etc. D'un côté, j'ai 100 milliards de dépenses supplémentaires côté Rassemblement national. De l'autre côté, côté NUPS, on en a 250 milliards. Moi je veux bien, mais à la fin des fins, il faut quand même se rendre compte que toutes ces dépenses publiques, elles se payent à la fin des fins par le contribuable, par les Français. Parce que rien n'est gratuit en réalité, et que quand on fait des promesses intenables, soit on est amené à revenir en arrière, soit on est amené à augmenter les impôts, mais il n'y a pas d'argent magique. Donc moi, ma proposition pour le pouvoir d'achat, c'est permettre aux gens de gagner grâce à leur travail, y compris en défiscalisant la prime pouvoir d'achat que l'on souhaite défiscaliser pour 10 000 € par an. C'est-à-dire si vous bossez, vous avez la prime pouvoir d'achat, pouvoir le faire jusqu'à 10 000 € par an. Et c'est baisser les dépenses contraintes des ménages, notamment sur le logement. On veut par exemple permettre aux primo-accédants de supprimer les frais de notaire jusqu'à 250 000 € d'achat. C'est-à-dire si vous voulez acheter votre bien immobilier, votre maison, votre appartement de vos rêves, supprimez les frais de notaire pour que ça revienne moins cher et que vous puissiez vous loger en payant moins cher. Donc augmenter le revenu grâce au travail et à l'action des entreprises. Merci. Et baisser les dépenses contraintes. Et le logement en fait bien évidemment partie. Merci. Alors du côté de Reconquête, la solution pour remettre de l'argent dans le portefeuille des Français? Alors nous, on a plusieurs solutions chez Reconquête. Ça passe déjà par la réduction des impôts et des charges en baissant tout d'abord la TVA sur les produits, je précise, de première nécessité pour alléger la charge financière des ménages. On veut évidemment réduire les charges patronales parce qu'il faut encourager les entreprises à augmenter les salaires en réduisant justement ces charges patronales parce qu'il faut après favoriser une redistribution directe vers les employés, mais il faut aussi surtout soutenir les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut favoriser la production locale. Ça passe par la mise en place d'incitations fiscales pour ces entreprises locales, pour réduire justement les coûts de production et favoriser la consommation de produits français. C'est évidemment des aides aux PME, les petites et moyennes entreprises, pour augmenter les aides et les subventions pour les PME, afin de stimuler l'emploi. Et puis chez Reconquête, on l'a toujours dit, ce qu'on souhaite, c'est de baisser l'impôt sur la société de 25 à 15%. Il faut laisser des marges de manœuvre et des libertés aux entreprises. Et puis évidemment, ça passe par la lutte contre l'inflation. Je sais que c'est... alors, même si on n'est pas tous d'accord, je dirais, sur comment lutter contre l'inflation, je sais que tous les partis souhaitent lutter contre l'inflation parce que c'est une répercussion directe sur la vie des Français. Nous, chez Reconquête, on veut commencer par un encadrement des prix, justement en régulant le prix de ces biens de première nécessité pour éviter les hausses abusives qui impactent directement justement le pouvoir d'achat des ménages, et puis évidemment le contrôle des marges par le contrôle sur les marges des grandes entreprises de distribution, je dirais, pour prévenir l'inflation importée. Merci Monsieur Delaunay. Alors du côté du nouveau Front populaire qui n'a rien à voir avec la NUPES. Alors c'est un entrepreneur qui vous parle, qui a créé et qui a fait fonctionner son entreprise pendant 25 ans jusqu'à il y a quelques semaines. Toute la droite, ici réunie, met au pinacle des valeurs le travail. Je suis d'accord, le travail, c'est un moyen de s'épanouir, d'être utile à la société. Mais depuis des années et des années, la valeur travail n'a jamais autant été chahutée par l'économie, puisque dans le partage des richesses, toujours plus pour les dividendes, toujours moins pour ceux qui produisent la richesse. Donc le premier geste du nouveau Front populaire, c'est de remettre de l'ordre par rapport à ces valeurs-là, et par la justice fiscale, aller chercher des marges de manœuvre qui sont importantes. Depuis 7 ans de Macronie, on arrive aujourd'hui avec tous ces cadeaux fiscaux, toutes ces nouvelles niches pour les plus riches, pour les entreprises les plus colossales, internationales, bien souvent, c'est 50 milliards par an. L'éducation nationale, c'est un peu plus de 60 milliards par an. Donc il y a des marges de manœuvre pour effectivement, d'urgence, aller aider les plus fragiles, relever le SMIC à 1 600 €, en effet, les APL plus 10%, la cantine, le lieu, l'école, le lieu de l'égalité par excellence, la cantine gratuite, et puis des choses qui sont, il y a le pouvoir d'achat, puis il y a le pouvoir de vivre. Et le pouvoir de vivre, c'est pouvoir aussi bénéficier de services publics dont on a perdu l'excellence. C'était l'excellence française des services publics. Donc, à travers l'éducation, à travers la santé, à travers la mobilité, à travers la culture. Et là, ce n'est pas de la consommation, mais c'est
du plaisir d'être ensemble, du plaisir de pouvoir habiter dans de bonnes conditions là où toutes et toutes résident. Merci, monsieur Bridé. Alors, vous m'avez dit 18h30, c'est juste pour vous dire si vous devez partir ou si je vous relance tout de suite sur une question. Alors, la dernière question, du coup, je vais repartir avec vous, monsieur Vergne. Que je vais présenter tout à l'heure. Alors, une question d'actualité. Je voulais vous interroger sur les hôpitaux. Ça aussi, ça revient. Lorsque j'ai préparé l'émission, le manque d'effectifs dans les hôpitaux. En ce matin encore, l'hôpital de Chartres lançait un communiqué en expliquant qu'il était surchargé, invitant les usagers à éviter autant que possible à se présenter aux urgences. Comment aider les hôpitaux? Comment recruter? Avec quels moyens donner aux hôpitaux de France d'avoir les moyens d'accueillir les malades? Je pense, pour être rapide, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, il y a effectivement une détérioration des services publics dans ce pays. C'est un sujet extrêmement grave. Effectivement, les hôpitaux sont uniquement une partie de ces services publics qui vont de moins en moins bien. Pour la première fois, moi, depuis longtemps, j'entends effectivement énormément de Français qui disent ça va moins bien. C'est-à-dire que nos hôpitaux vont moins bien, nos écoles vont moins bien, sans parler évidemment des fermetures de services publics en milieu rural. Si on se concentre maintenant sur les hôpitaux, il y a deux sujets pour aller très vite, le sujet des médecins et le sujet des professions médicales et paramédicales. Le sujet des médecins, il y a des propositions qui vont au-delà de simplement il faut contraindre les médecins à s'installer dans les zones, il faut salarier le plus de médecins possible. Les solutions simples que j'entends, qui sont simplistes en réalité. Il y a le numerus clausus qui a été corrigé, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aller jusqu'au numerus apertus, c'est-à-dire qu'il faut permettre réellement aux universités de former plus de médecins, il faut faire revenir les médecins, les élèves en médecine français qui étudient à l'étranger, il faut faire arriver plus de médecins étrangers dans nos hôpitaux. Je pense que c'est une nécessité, parce qu'il y a cette immigration qui est importante aussi pour ce pays. Et puis aussi permettre aux professions paramédicales de reprendre leurs études de médecine pour devenir médecins à part entière et pour soulager nos hôpitaux. Il y a également aussi des problématiques d'organisation interne aux hôpitaux qui sont liées aussi à un mal-être, effectivement, des aides-soignants, des infirmières. Je pense qu'il y a un effort en termes de rémunération qu'on peut leur apporter, parce que ce sont des parties essentielles du service public. Moi, je vois beaucoup de ces infirmières, beaucoup de ces aides-soignants qui sont effectivement dans une situation de détresse financière. Et puis détresse aussi parce que l'accueil dans un hôpital, c'est pas évident. Mettez bien le micro près de la bouche, parce qu'on ne va pas vous entendre à la captation. Micro près de la bouche, pardon. Oui, micro près de la bouche. Oui. Je continue donc. Pardon. Dégradation des services publics. C'est beaucoup plus vous entendre. Vous avez raison. Dégradation des hôpitaux et avec des réponses, encore une fois, pour les médecins, mais également pour les infirmières et les professions et les aides-soignants, par exemple. En termes de rémunération, il y a un vrai effort à fournir. Merci, Monsieur Vert. Est-ce qu'on accueille tout de suite votre remplaçant, votre suppléant, si on peut faire la chaise musicale tout de suite, comme ça on vous a à la caméra. Donc, non, mais c'est pas grave. Pour rappel, en fait, j'ai préparé cette émission samedi, donc merci vraiment d'avoir pris le temps de venir. Merci Monsieur Vergne, qui part en réunion publique juste après. Madame Hinault, je vous pose également la question, comment on peut donner les moyens aux hôpitaux de fonctionner? Alors déjà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis issue du milieu hospitalier médical, parce que je suis étudiante en kiné à plein temps. Il y a le constat, on va tous le partager. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que la médecine de ville est complètement abandonnée. Donc, les patients en fait, vont directement à l'hôpital et aux urgences par manque d'accès aux soins directs. Moi, je pense qu'en fait, déjà, il y a une mesure qui va être simple et qu'on propose, mais qui va permettre de désengorger les hôpitaux, mais aussi d'offrir plus de soins aux patients, notamment en ruralité, c'est-à-dire de permettre le cumul emploi-retraite pour les infirmiers et les médecins également, avec une exonération du revenu issu de ce travail. Ça me paraît essentiel. Il y a une autre question dont on ne parle pas, mais qui inquiète énormément les hôpitaux, c'est la pénurie de médicaments pour nos malades chroniques, pour les cancéreux et j'en passe. Aujourd'hui, on est dépendant de la Chine, notamment on l'a vu pendant la crise du Covid pour les masques, la amoxicilline, etc. Je pense qu'il va falloir relocaliser l'industrie pharmaceutique pour éviter en fait aussi que nos patients, par manque de traitement, soient obligés d'aller aux urgences. Je vais prendre le cas de l'asthme, mais il y en a plein d'autres. Pardon, excusez-moi.
Il y a aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est les femmes. Aujourd'hui, les territoires ruraux, mais pas que, aussi les métropoles, parce que souvent, nous, on est proche de la région parisienne, on va se faire soigner à Paris. Aujourd'hui, vous êtes une femme, c'est impossible de trouver un gynécologue. Donc, on veut permettre à toutes ces femmes de trouver plus facilement des médecins par le cumul emploi-retraite, mais également aussi mettre l'accent sur les femmes atteintes d'endométriose. C'est une femme sur 10 aujourd'hui. C'est un débat qui est passé sous silence. Une de mes collègues au Parlement européen a proposé une résolution à ce sujet qui a été refusée par M. Canfin, 4e de liste sur la liste Renew, donc Renaissance. Et moi, ça me pose un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, on n'est pas juste une équation à résoudre, on a un véritable problème. Et j'aimerais que l'État s'en occupe bien plus. Et c'est pour ça qu'avec Jordan Bardella, Premier ministre, on proposera que l'endométriose soit reconnue comme ALD, donc affection de longue durée. Merci, Madame Minot. Alors, Monsieur Kasbarian, même question. Que fait-on en attendant que les médecins en formation, là on a bien compris pour l'humérus clausus, mais en attendant qu'ils terminent leur formation, comment on fait pour avoir plus de médecins, et notamment dans les hôpitaux? Alors déjà, la santé, c'est un sujet bien évidemment essentiel pour notre quotidien. C'est un sujet vital pour les Français et c'est une question de service public essentiel pour nos compatriotes. Beaucoup a été fait ces dernières années pour augmenter le budget de la santé. En réalité, on a augmenté de 33% le budget des établissements de santé entre 2017 et 2024 et 13% les effectifs. Et on a mis aussi des moyens assez conséquents. Quand je dis on, c'est pas personnel, c'est la collectivité, la société, l'État a mis et a investi, grâce au Ségur notamment, 19 milliards dans la santé. Et l'hôpital de Chartres a d'ailleurs bénéficié d'une partie de ces enveloppes parce qu'on s'est battu pour obtenir, avec les élus locaux, des financements à hauteur de 15 millions d'euros pour de nouveaux projets à l'hôpital de Chartres. Ça ne suffit pas et on a un problème de désertification médicale extrêmement important dans notre département. On est un des départements les moins bien dotés en médecins par rapport au nombre d'habitants. On a du mal à attirer. Historiquement, on n'a pas non plus de fac de médecine à Chartres et donc on a aussi des jeunes qui vont étudier ailleurs et qui ne reviennent pas forcément en Eure-et-Loir. Et donc on a besoin à la fois de créer plus de maisons de santé, on a doublé le nombre de maisons de santé depuis 2017, mais il ne faut pas qu'elles restent vides. Donc il y a un sujet autour de l'attractivité pour les médecins, pour les encourager à venir, mais il faut en former plus. Pendant très longtemps, on a formé très peu de médecins. Il y avait le numerus clausus, on l'a supprimé. Il faut maintenant former beaucoup plus de médecins. On veut doubler le nombre de médecins en formation d'ici 2027 et ensuite les encourager à venir dans notre territoire. On veut également réduire le temps administratif des professionnels de santé pour qu'ils passent plus de temps avec les patients et moins de temps à faire de la paperasse administrative. On veut leur permettre en Eure-et-Loir, et on se bat avec les élus locaux pour leur obtenir des dérogations parce qu'on est dans une situation de désertification exceptionnelle et qu'on a besoin de leur donner plus de latitude par rapport à la réglementation nationale. Vous voyez, ce sont tous ces sujets-là où on veut sécuriser plus d'investissements comme on l'a fait à Chartres et dans le territoire, plus de simplicité administrative, plus de médecins formés chaque année et d'une politique d'attractivité, y compris avec des projets locaux portés par des élus, des professionnels de santé au niveau du territoire, et des mesures de dérogation exceptionnelles qui nous permettront encore d'aller plus loin sur le sujet. Donc c'est un sujet majeur et je comprends la souffrance de nombre d'Euréliens qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de médecins et sont obligés de faire des allers-retours ou aller beaucoup plus loin pour en trouver un. C'est une bataille qui est très longue en réalité. La moitié des médecins en Eure-et-Loir ont plus de 55 ans et donc les années qui viennent vont être encore difficiles, mais on a un énorme challenge à relever parce qu'il s'agit encore une fois d'un sujet vital pour les Français et pour les Euréliens. Merci pour votre réponse. Moi j'ai juste une petite question, parce que c'est ma formation donc je me permets. Mais comment faites-vous pour former plus de médecins alors qu'on n'est pas capable, en fait, on a un manque de professeurs, un manque de tuteurs. Comment on fait en fait pour accueillir, comment vous faites pour former des médecins? Mais on se bat pour avoir plus de tuteurs et plus de formateurs pour Mais vous avez vu le temps est long de formation. On se bat aussi, pardon, je vais aborder, puisque tout à l'heure on parlait d'immigration à l'hôpital de Chartres, et surtout qu'il y a aussi des médecins étrangers. On se bat pour leur permettre de les attirer dans notre territoire, parce que heureusement, on a des médecins étrangers qui sont dans notre territoire, parce que s'ils n'étaient pas là, on serait complètement sous-effectifs à l'hôpital de Chartres. Oui, mais si on n'envoyait pas nos enfants faire leurs études ailleurs aussi... Si on a plus de médecins à Chartres, on peut en former encore plus demain. On s'est battu pour avoir une antenne de formation à Orléans qui permettait aussi d'avoir plus de centres de formation et pas uniquement à Tours. Ça a été un travail aussi de la région. Je tiens à saluer le travail régional sur le sujet. Mais il n'y a pas de solution magique et miracle. Mais oui, il faut former plus de médecins. Mais vous savez, Madame Minot, quand on est à l'épreuve du pouvoir, bien sûr qu'on hérite d'une situation dans laquelle il y avait un numerus clausus, dans lequel il n'y avait pas assez de médecins. Après, quand on est à l'épreuve du pouvoir, eh ben, on se bouge et on essaye d'en former beaucoup plus. Et donc, je vous le dis, on veut en doubler à l'avenir.
Ça se fera pas par un coup de baguette magique. Non, Moi, pas je- utile de relancer, parce qu'après, M. Casbarin va avoir trop d'avance. Ça va être compliqué à rattraper. Du côté de Reconquête, la solution pour avoir des hôpitaux qui fonctionnent, pas avoir des malades. Alors, je ne vais pas parler de ceux qui passent des heures et des heures sur des brancards dans les couloirs. Comment faire Reconquête pour trouver une solution ? Déjà, je pense qu'on a tous le même constat, tous les candidats ici, c'est qu'on a des hôpitaux français qui sont confrontés à une surcharge chronique et un manque d'effectifs qui est criant. Nous, ce qu'on propose sur Reconquête, c'est d'abord de participer au renforcement des effectifs en créant des postes supplémentaires pour les soignants afin évidemment de réduire la charge de travail. Et on l'a vu pendant le Covid, ils étaient au premier front. Pour nous, c'était des héros. Donc il faut évidemment ne pas répéter la même erreur si demain on se retrouvait dans la même situation. Le Covid était un cas exceptionnel. On ne l'a pas vu venir. Ça nous est tombé dessus et ça a révélé voilà, des failles importantes dans le monde hospitalier. Donc il faut créer des postes supplémentaires pour réduire la charge de travail. Il faut évidemment augmenter les salaires de ces personnels hospitaliers pour rendre les carrières dans la santé plus attractives. Et ça passe aussi justement par fidéliser les professionnels parce que ça peut dégoûter du personnel hospitalier alors que c'est un des plus beaux métiers du monde. Il faut aussi améliorer les conditions de travail. Ça passe par la modernisation des équipements. Il faut investir dans la modernisation de ces équipements pour faciliter et améliorer, je dirais, le travail des soignants, améliorer la qualité des soins. Ça permet aussi, on veut aussi réduire la bureaucratie. Il faut simplifier les procédures administratives pour permettre aux soignants de se concentrer sur les soins aux patients. Parce que le contact, c'est, je dirais, le plus important que les papiers. Alors, je ne dis pas que les papiers, il faut les dégager, mais le soin des patients est plus important. Et puis, évidemment, il faut développer la médecine de proximité avec le renforcement des structures locales, soutenir les cliniques, les cabinets médicaux de proximité pour justement décharger les hôpitaux qui sont surchargés et refaire un rééquilibre. Et puis, évidemment, il faut encourager l'installation de médecins en zone sous-dotée. Monsieur Casbarin a cité très justement, je dirais, le fait qu'on n'ait pas à Chartres de faculté de médecine ou qu'on n'ait pas davantage de centres de formation pour les médecins. Moi, il y a une chose que je souhaite, c'est que évidemment, alors ça prendra des années, ça ne se fera pas comme ça, mais c'est qu'on puisse convertir petit à petit l'hôpital de Chartres en CHU. Ça ne peut pas se faire maintenant, ça prendra des années parce que c'est une restructuration énorme, mais évidemment, si on commence à réfléchir à ça, on va dire c'est impossible, mais rien n'est impossible. Si on travaille là-dessus, si on commence à réfléchir là-dessus, des jeunes viendront étudier à Chartres, viendront étudier la médecine à Chartres, et peut-être, on le souhaite, resteront à Chartres, à Chartres et en Eure-et-Loire, parce que l'Eure-et-Loire, on le sait et tout le monde le dit, l'Eure-et-Loire est un des départements en France qui compte un désert médical très important, malheureusement. Merci. D'accord avec ça, un CHU Tout a été dit sur les constats. Je constate également, parce que l'immigration, moi, dans cette campagne, pratiquement personne ne m'en parle quand je rencontre les gens. La santé, oui, on m'en parle toujours. C'est essentiel, c'est primordial. Le nouveau Front populaire qui dirige la région depuis 3 ans, puisque c'est cet équipage-là qui fonctionne et qui améliore le quotidien des habitants et des habitantes de la région, oui, a poussé pour qu'il y ait ce CHU à Orléans, enfin. Finance, mais de manière importante, les maisons de santé, et puis développe et offre chaque année plus de places dans les instituts de formation de soins infirmiers. Et pourtant, la démographie, y compris pour les infirmiers et les infirmières, se dégrade. Pourquoi ? Parce que ces métiers sont de plus en plus difficiles. On peut former toujours plus de professionnels si leur carrière ne fait plus 20 ans, mais 15 ans, plus 10 ans, et que les personnes, dès qu'elles ne sont plus sous contrat, s'en vont parce qu'elles sont mal rémunérées, parce qu'à cause des effectifs, le travail devient très difficile, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que quand on n'accompagne pas les vocations, il est difficile de bien rendre le service pour lequel on a voulu consacrer sa vie. D'ailleurs, se consacrer ça n'est pas se sacrifier pour. Moi, je dis toujours cela, donc il faut accompagner, et ça fait partie de notre programme, pour enclencher un cercle vertueux, plus 10 points sur l'indice des fonctionnaires en général, et en particulier dans le milieu hospitalier. Par ailleurs, vous savez, arrêter aussi la facturation à l'acte, qui a complètement changé la manière d'offrir le service à l'hôpital. On passe du service public, et puis petit à petit au service privé, et à la fin, on est tous privés de service. Par ailleurs,
La médecine de ville, c'est aussi là où il va falloir trouver des moyens de réglementer. Les pharmaciens le sont. Les enseignants, on parle du service public, n'ont pas la liberté d'installation et de se déplacer quand ils veulent. Tout ça est fortement encadré. Il y a, et je pense que la santé publique est un enjeu tellement fort qu'il est étonnant que cette profession, désolé, en soit exonérée. Merci, Monsieur Bry. Je vais rester avec vous pour la prochaine question. On va parler sécurité. Oui. Alors, c'est vrai que la sécurité, dans l'esprit commun des gens, c'est pas forcément un sujet de gauche. On passe plus à la droite. Et pourtant, vous allez me dire ce que vous pensez faire pour donner l'idée aux Français que la justice fonctionne. Parce qu'on a le sentiment, lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on entend les Français, qu'aujourd'hui, déjà, les peines ne sont pas forcément appliquées, parce qu'on n'a pas les moyens de mettre les malfaiteurs en prison. Et en plus, on a le sentiment que voilà, les peines, voilà, elles sont pas à la hauteur des préjudices subis. Reprenons la question à la racine, la sécurité. Alors la sécurité, c'est pas simplement être protégé. J'ai un peu dit sécurité-justice, oui. Non, la sécurité, on en parlait juste avant, c'est aussi pouvoir être soigné à temps, près de chez soi. Ça fait partie de la sécurité. C'est aussi pouvoir continuer à habiter chez soi sans être menacé par des inondations qui sont de plus en plus fréquentes. C'est pas cette sécurité-là, ouais. Oui, mais si vous voulez, la sécurité, ça a beaucoup d'exceptions. On peut rentrer après la justice. La justice, il lui faut, comme tous les services régaliens, les services publics, évidemment, beaucoup plus de moyens. C'est une misère absolue. Et dans le cadre de ce qui était présenté comme de l'optimisation, on voit fermer aussi des services de proximité. On peut considérer, on doit considérer qu'une maison d'arrêt comme celle de Chartres, par exemple, qui a fermé et qui maintenant est complètement... qui a été... déplacé sur Saran, pour le fonctionnement de la justice à Chartres, c'est une catastrophe pour les prévenus, pour les familles aussi qui peuvent ou qui ne peuvent plus en l'occurrence visiter. C'est de la difficulté, c'est encore plus de difficultés d'insertion, c'est plus de sable dans les rouages entre les auditions, les témoignages qu'on fait en visio maintenant, vous voyez, enfin des choses qui sont quand même très très compliquées pour la sincérité des échanges et pour le bon fonctionnement de cette justice en l'occurrence. Mais la justice et la sécurité, c'est aussi la prévention avant tout. Moi, je regrette, comme le nouveau Front populaire, et ce sera dans notre projet, qu'on ait oublié tout ce qu'avait apporté la police de proximité, avec des agents formés, des agents dans les quartiers, dans les villages, dans les bourgs et dans les villes, qui connaissent la population, qui connaissent leurs difficultés et qui sont là pour apaiser, pour créer le lien, le contact, avant que parfois l'irréparable arrive. Et enfin, on parlait, et à juste titre, d'endométriose, parce que souvent dans les politiques publiques, les femmes sont les premières oubliées, un plan d'urgence, 2,5 milliards pour lutter contre les violences faites aux femmes. On a pris trop de retard en France, l'Espagne en avance là-dessus, il y a des résultats, il faut y mettre les moyens, en formation, en personnel, en qualité d'écoute. Et la police de proximité peut être en première ligne pour être la première réponse sur ces violences-là, qui sont souvent derrière la porte et qui font trop de victimes chaque année et chaque jour. Merci M. Bry. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Reconquête, la police de proximité, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, la police de proximité, évidemment. Et puis même, moi, je pense que là aussi, va y avoir des désaccords. Je pense qu'il faut réarmer la police municipale parce qu'il y a de plus en plus, je dirais, d'actes de délinquance dans nos villes et dans nos villages. Nous, ce qu'on propose chez Reconquête dans la sécurité, c'est qu'il faut d'abord accepter le constat que la justice en France, c'est la moins bien dotée d'Europe. Et ça... Pour résoudre ça, Reconquête, depuis 2022, propose 3 points essentiels. C'est évidemment le renforcement de ses moyens judiciaires. Il faut augmenter le budget de la justice. Il faut allouer des ressources financières supplémentaires pour moderniser les infrastructures judiciaires et augmenter le personnel. Il faut recruter du personnel parce qu'il faut embaucher davantage de juges, de procureurs et de personnel administratif pour réduire les délais d'attente de traitement des affaires. C'est déjà le cas sur cette mandature, le budget de la justice. Oui, mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin et puis il faut aussi améliorer l'exécution des peines en créant des places de prison. Il faut encore créer des places de prison pour augmenter le nombre de places dans les établissements pénitentiaires pour garantir l'exécution effective des peines. Il faut suivre et évidemment contrôler, mettre des mécanismes de suivi rigoureux pour s'assurer que les peines prononcées sont effectivement appliquées et qu'elles aillent jusqu'au bout. Et puis il faut simplifier les procédures. Là encore, je parle de la réduction de la bureaucratie. Alors,
quand je dis réduction de la bureaucratie, il faut y aller doucement parce que dans la justice, il y a la coutume de l'écrit, c'est très important, dans le droit, c'est très important. Mais voilà, se débarrasser des choses qui peuvent faire perdre du temps et qui ne sont pas essentielles pour rendre le système plus efficace et moins coûteux. Et puis évidemment, il y a quelque chose dont on parle très peu, je trouve que c'est très important, c'est la numérisation des dossiers pour améliorer justement la gestion et le traitement de ces affaires judiciaires. Merci, Monsieur Delaunay. Alors, je vais demander une faveur de faire le plus court possible, parce que vous êtes en avance sur la justice. Donc, je le disais, le budget de l'État sur ce ministère a déjà augmenté. Que faire de plus? Alors, la sécurité, c'est... 2-3 mots, s'il vous plaît. La sécurité, c'est la première des libertés. C'est ce qui vous permet de vivre une vie paisible dans nos villes et dans nos villages. Donc, c'est un élément qui est très important pour les Français et pour les Auréliens. Vous l'avez dit, le budget, il a augmenté ces dernières années. On s'est battu pour avoir plus de forces de l'ordre sur le terrain, plus de bleus sur le terrain. Rien qu'en Eure-et-Loire, on a eu plus 87 policiers et gendarmes qui sont arrivés sur le territoire. Et on s'est battu pour ouvrir, et ça arrivera bientôt je l'espère, une nouvelle gendarmerie à Galardon pour avoir plus d'effectifs sur le terrain. Sur la justice, parce que bien sûr qu'il fallait augmenter les moyens de la justice, on a eu une trajectoire de hausse du budget qui a été inédite. Le budget de la justice a doublé en 7 ans pour donner plus de moyens aux magistrats et d'avoir plus de personnes qui travaillent pour accélérer les procédures. Et puis, je me suis personnellement battu aussi pour aller plus vite dans les procédures. C'est ce que j'ai fait sur la loi anti-squat, où je me suis battu pour que, plutôt que d'attendre des mois et des mois de procédures judiciaires, plutôt que d'avoir une loi qui parfois était très tolérante vis-à-vis du squat, qu'on aille beaucoup plus vite avec une procédure préfectorale qui fait que quand vous avez un squatteur, vous portez plainte, vous saisissez le préfet, 48 heures plus tard, il vous répond, 24 heures plus tard, on met dehors les squatteurs à travers une procédure préfectorale. Sur les impayés locatifs, j'ai là aussi accéléré les procédures. Parce que quand on a un locataire qui ne paye plus, ça prenait 3 ans en moyenne avant, et là ça prend plusieurs mois, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Cette loi, le Front Populaire veut la supprimer. Et donc en réalité, réouvrir la porte des squatteurs, pour les squatteurs, et remettre des délais dans l'histoire. Moi, je me suis battu pour tripler les sanctions vis-à-vis des squatteurs. Je me suis battu pour mettre de l'autorité et de l'ordre. À chaque fois, j'ai fait face à effectivement certains collectifs qui s'y opposaient. Et là, je me retrouve avec des candidats face à moi qui veulent tout casser et revenir en arrière sur le sujet. Personnellement, je serai infaillible sur la question de l'ordre républicain. Et j'ai une proposition de loi que je veux porter là encore plus loin sur la question de la construction illicite sur le territoire. Vous avez aujourd'hui des terrains qui sont agricoles, forestiers, qui sont rachetés, et parfois des gens qui décident de tout raser, bétonner, mettre des cabanes, des cabanons, des campements qui sont totalement illégaux. Les maires ne savent plus quoi en faire. Et on a des procédures judiciaires qui durent des mois et des mois. Là encore, il faut aller plus vite avec des procédures plus rapides pour que l'ordre républicain soit respecté dans nos villes et dans nos villages. Et je porterai une proposition de loi dans ce sens. Merci. Juste une petite réaction rapidement sur les squats. Mais c'est toujours le réflexe, hein, plutôt taper que prévenir. Et donc, en l'occurrence, il y a un problème de chômage, on tape sur les chômeurs, on réduit les droits. Il y a un problème de logement, on tape sur les... Non, mais la réponse pour les propriétaires... Sur les squats, mais il y a des associations formidables qui s'appellent la Fondation Abbé Pierre, par exemple, Habitat Humanisme, on les connaît, on les rencontre, qui accompagnent les propriétaires privés dans le diffus, qui sont tiers de confiance, qui évitent tous ces problèmes-là, qui mettent en confiance les propriétaires qui, effectivement, de bonne foi, souhaitent ouvrir leur propriété à des personnes qui sont en situation de mal logement, qui peuvent avoir peur, il faut les rassurer, mais moi je préfère être positif, je préfère non, monsieur Cazard, non, monsieur, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Socialement, y compris... Il n'y a pas besoin. Monsieur Bridé, je vous souhaite il n'y a pas besoin. Jamais avoir de squatteurs en rentrant chez vous ce soir. Monsieur Cazard. Non, parce que je voulais juste lui permettre de répondre, vous l'avez interpellé. Bon, en tout cas, c'est votre réponse. En tout cas, c'est votre réponse. Madame Minot, sur la sécurité, la justice, comment lui donner plus de force? La justice, déjà, il y a 2 caractéristiques. Elle doit être rapide et elle doit être dissuasive. Aujourd'hui, elle n'est plus dissuasive, donc on n'a pas peur, on ne se fait pas taper sur les doigts comme à l'époque de nos grands-parents. Pour nous, déjà, il va y avoir un retour à la rapidité en doublant le nombre de magistrats, en augmentant les moyens pour la justice. Il y a également, on va mettre en place ce qu'on appelle les peines planchers. Ça va concerner donc tout ce qui va être les délinquants récidivistes, mais également lors des atteintes des personnes dépositaires de l'autorité publique. Puis le trafic de drogue, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut endiguer. Ça commence dans nos communes rurales, pas qu'en métropole, contrairement à l'idée reçue. Sur la loi anti-squat, moi je trouve qu'elle est dans le bon sens, donc je la soutiens. C'est pas normal qu'aujourd'hui vous soyez propriétaire et que du jour au lendemain vous vous retrouvez dehors chez vous par des gens qui ne payent pas le loyer, etc. Donc bon, bref, tout ça pour dire que la NUPES, c'est très inquiétant sur leur programme. Il y a un point qui est extrêmement inquiétant.
Aujourd'hui, ils veulent libérer le nouveau Front populaire, si vous préférez. NUPES, 2.0, nouveau Front populaire, comme vous voulez. Qu'importe, c'est la même chose. Ils mènent un combat. Le combat, c'est de libérer 20% à peu près de l'effectif carcéral. Mitterrand avait fait ça. On a vu le résultat. Sous peu, en fait, il y a une montée de l'insécurité. Nous, aujourd'hui, on veut créer des places de prison parce qu'il y a une surpopulation carcérale. Donc, il faut effectivement que les prisonniers soient dans une situation totalement humaine, bien évidemment, mais on n'est pas pour que la justice, en fait, se soit complètement fourvoyée en laissant quelqu'un qui a commis des crimes, des délits, dans la rue par manque de place. Donc plus de fermeté avec le Rassemblement national et du bon sens. Merci Madame Minot. Alors vous remplacez Monsieur Vin, si vous voulez vous représenter rapidement. Oui. Vous pouvez le laisser allumer, hein. Oui, on va entendre les petits bruits à chaque fois. Là, ça avait dû l'éteindre, on va l'accuser. C'est plus facile quand il n'est pas. Alors moi, Emmanuel Meyer, suppléant de Ladislas Vergne, les Républicains. Donc vous parliez de sécurité, puisque c'était la question, hein, c'était ça. Alors je rejoins sur le squat Monsieur Kasbarian, puisque voilà, je ne suis pas pour que ça soit supprimé. Loin de là, je pense que beaucoup de propriétaires se battraient aujourd'hui pour conserver cette loi. C'est pas... Enfin voilà, je vais pas débattre sur ce sujet, mais plus sur la sécurité en tant que telle dans nos rues. Ce que nous on souhaite, c'est déjà protéger ceux qui nous protègent. Les policiers, les gendarmes, les pompiers. Ça a le mérite d'être aussi protégé et plus que ça l'est aujourd'hui. Y a plusieurs façons à ça. Renforcer leur effectif, voilà, ça en fait partie. Rétablir l'autorité de l'État. Une majorité pénale à 16 ans. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que 16 ans aujourd'hui, c'est pas 16 ans il y a 30 ans. L'âge de 16 ans aujourd'hui, peut s'avérer plus dangereux que ceux qui avaient 16 ans il y a 30 ans. C'était pas les mêmes délits, c'était pas la même chose. Donc droit de vote à 16 ans aussi. On peut avoir une majorité pénale à 16 ans. Une majorité pénale. Est-ce que ça incite au droit de vote à 16 ans? C'est le pendant. Je ne suis pas persuadé. C'est le pendant de la citoyenneté et de sa responsabilité. Ce qu'on propose, c'est d'ouvrir, nous, 30 000 places de prison, parce que on s'aperçoit quand même que la justice est saturée. Les prisons sont saturées, on relâche trop rapidement, trop facilement. Certes, peut-être des petits délits qu'on va relâcher plus facilement que les gros délits. Il va y avoir un système de qui on libère, qui on garde, clairement. Donc augmenter cette capacité de prison et en soutenant l'application effective des peines aussi. Voilà. Donc, en termes de sécurité, on appuie vachement sur ce sujet parce que on pense, et là je ne rejoins pas totalement sur la police municipale armée, même si ça ne me déplaît pas, mais ce n'est pas qu'une protection de nos villages. Rares sont nos villages, nos petits villages, avec aujourd'hui des polices municipales. Voilà, on les a dans les villes, dans les grandes villes, mais pas dans nos villages. Donc un renfort de policiers, de gendarmes est quand même plus conséquent et plus important que l'armement aux polices municipales. Je me permets juste un point à propos de la police de proximité. Nous, on est pour la création d'une police municipale pour les communes de plus de 10 000 habitants. Parce qu'aujourd'hui, il y a une surcharge en fait, des policiers municipaux qui se partagent parfois 10 communes, ce qui crée énormément d'insécurité. On ne peut pas être partout à la fois. Donc c'est une proposition de bon sens et bon nombre de maires sont pour cette mesure. D'accord, je vous remercie. Alors il y a une dernière question, si on peut la faire rapidement, parce que j'avais promis qu'on serait sur 1 heure. Et là, il nous reste 5 minutes à peine. Une question sur l'éducation. Il y a aussi un sujet qui revient régulièrement à l'actualité, c'est les enseignants qui ont des grandes difficultés à se faire entendre, à se faire respecter. On parle également de manque de moyens dans l'enseignement, un désamour sur cette profession qui, il y a encore quelques années, était tout simplement noble. Alors, je vais revenir avec vous, Madame Minot. On est pas mal avec Monsieur Kasbarian qu'on avance. Madame Minot, sur l'éducation, comment on vient en aide aux professeurs à l'éducation nationale? Alors déjà, je pense qu'il va falloir faire et mettre en place rapidement un Big Bang de l'autorité. Ça va consister déjà au retour des savoirs fondamentaux, donc maths, français, histoire, mais juste pour qu'on ait tous les mêmes bases. Donc plus de sport, plus de musique. Non, mais bien sûr que si. Ça sera tout, mais il y a une augmentation du nombre d'heures dans ces matières. Pour qu'on ait tous aussi
les mêmes bases. Je pense que c'est important qu'on démarre tous notre vie professionnelle ou notre vie tout court avec les mêmes bases pour être indépendant. Il y aura aussi l'interdiction du téléphone portable. Alors ça peut en choquer certains, mais personnellement, je pense que l'enseignement, c'est un lieu qui doit être le royaume de la concentration. Pour ça, nous n'avons pas besoin de téléphone. On a besoin d'un stylo, d'un cahier, d'un professeur. Bien sûr aussi augmenter le nombre de professeurs, en parlant des professeurs, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment en ruralité où on a un grand manque. Donc favoriser le recrutement. Mais il y a aussi quelque chose d'important, je pense. Pour terminer, parce que pour conclure, pour que je puisse vous libérer. Moi, je suis pas en retard, donc j'ai le temps. Ah oui, non, mais c'est pour vous, parce que vous avez des choses après à faire. Il y a aussi une mesure qui nous tient à cœur, c'est le port de l'uniforme. Il y a beaucoup de harcèlement aujourd'hui à l'école, notamment lié à la richesse, t'as tel basket, toi pas, enfin bon bref. Je pense que c'est très important d'être égaux, notamment à l'école. C'est capital d'ailleurs. Et il y a aussi quelque chose qui est très délaissé, c'est l'apprentissage et l'alternance. Et pour ça, nous aiderons nos élèves et nos étudiants en investissant, donc en leur donnant un pécule financier pour qu'ils puissent continuer. Il ne faut pas oublier que dans notre région, dans notre département, c'est les métiers qui recrutent le plus, qu'on a le plus besoin de recrutement, cuisiniers, électriciens, etc. Donc on va encourager cette filière. D'accord, merci. Alors, le plus court possible, s'il vous plaît, parce que c'est la dernière question. Monsieur Kasbarian, si vous voulez dire un petit mot. Oui, bien sûr, parce que l'éducation, c'est quand même la mère des batailles. C'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre société. Alors, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises depuis plusieurs années. Le doublement des classes de CP, CE1, sur lequel on a mis plus d'effectifs pour pouvoir avoir des classes plus réduites. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour mettre de l'autorité. Moi, je salue la décision de Gabriel Attal d'interdire la baya et de faire respecter la laïcité dans nos écoles. Ouais. C'était une décision de fermeté qu'il a eu le courage d'assumer et de faire. Et je suis à ses côtés. Et bien évidemment, il y a le choc des savoirs fondamentaux, parce qu'on a besoin d'avoir un socle commun sur lequel on partage des valeurs, on partage la laïcité, on partage des savoirs fondamentaux, des maths, du français, lire, compter, écrire, qui sont essentiels, sur lesquels il faut renforcer ces matières-là et réaliser le choc des savoirs qui a été annoncé par Gabriel Attal. Et donc voilà ce que je défends. Je défends l'autorité, je défends le SNU, la généralisation du SNU. Je souhaite que cette belle expérience puisse être généralisée dans notre pays. Et donc je suis aux côtés de Gabriel Attal pour développer l'école du futur et investir pour l'avenir de nos enfants, parce que c'est un sujet essentiel. Merci Monsieur Kasbarian. Monsieur Delaunay sur... Le constat il est existant, on le connaît, c'est qu'aujourd'hui les professeurs en France... ils font face à une crise de l'autorité et de respect dans les établissements scolaires, ce qui nuit gravement, je dirais, à l'apprentissage et ce qui décourage énormément de professeurs. Nous, ce qu'on propose sur Reconquête, c'est de renforcer l'autorité de ces professeurs, en leur assurant déjà une protection juridique renforcée pour les professeurs, afin qu'ils puissent se défendre contre les agressions verbales et physiques, parce que oui, il y en a. Il faut aussi parler des pouvoirs disciplinaires, il faut redonner aux professeurs des pouvoirs disciplinaires pour gérer efficacement les incidents et maintenir l'ordre en classe. Il faut améliorer les conditions de travail de ces professeurs. Ça passe par une revalorisation salariale pour rendre la profession plus attractive et motivante, parce que je pense qu'on n'explique pas assez, ce que c'est que la beauté de professeur, de pouvoir apprendre et transmettre le savoir. Il y a aussi de la formation continue pour aider ces professeurs à gérer, les comportements difficiles et perturbateurs et à adopter de nouvelles compétences pédagogiques, parce que même on s'arrête jamais à apprendre, qu'on soit élève ou même quand on est professeur. Et puis évidemment, je pense qu'il faut un soutien psychologique et institutionnel pour les enseignants, afin de les aider à faire face aux situations de stress et de conflit. Et puis une participation des parents. Il faut impliquer les parents de plus en plus dans la gestion des problèmes disciplinaires pour renforcer le respect et l'autorité des enseignants. Le rôle des parents est primordial. Quand un enfant rentre à la maison, un père et une mère doivent dire comment s'est passée ta journée de classe à l'école. Il faut que l'enfant puisse parler quand il y a des choses qui se passent mal, quand il y a des débordements, que l'enfant ait sa parole, mais il faut aussi que les parents aient leur responsabilité quand un de leurs enfants ne respecte pas les règles et crée des troubles dans la classe. D'accord, merci M. Delaunay. Pour le nouveau Front Populaire. L'éducation compte énormément dans notre programme, c'est pratiquement au cœur. En revanche, l'éducation, ça concerne la jeunesse, ça concerne l'avenir. Ça n'est pas un coût, ça n'est pas une charge, ça n'est que de l'investissement. Et cette jeunesse-là, je pense, quand elle verra cet échange ce soir, aura peur, sera triste,
et se demandera si on est vraiment responsable. Parce qu'on va avoir parlé d'immigration, de sécurité, et ce qui va passer à l'as, comme d'habitude, c'est l'environnement, c'est les risques planétaires, climatiques, les risques d'effondrement de la biodiversité qui conditionnent tout simplement la capacité que nos jeunes, que nos enfants, nos petits-enfants vont avoir à pouvoir vivre en bonne santé ici même en France, parce que nous ne serons pas épargnés par tout ça. Donc moi, député à l'Assemblée, ça fera partie de mes combats pour que jamais on oublie ces enjeux essentiels. Sur l'éducation, pas de choc des savoirs. Les savoirs, on a des enseignants qui peuvent parfaitement les transmettre. Choc des effectifs pour qu'ils puissent correctement transmettre ce qu'ils savent, pour qu'ils puissent correctement former des citoyens qui, dans des petits effectifs, apprendront à vivre avec leur singularité, loin de l'uniformité. Et puis le SNU, oui, très bien, mais un SNU démilitarisé, sans uniforme, un vrai lieu de partage, de mélange, d'invention du monde de demain. Oui, et je le connais de très bien, puisque certains de mes enfants y font de l'animation et de l'encadrement. Et on en discute tous les jours, et il n'y a pas de tabou à ce sujet-là. Et puis l'apprentissage, comme une des voies pour certaines singularités, de trouver leur voie d'excellence. Je le connais aussi pour mon fils aîné qui est passé par là. Et enfin, suppression de Parcoursup, qui est encore une machine à inégalité formidable. C'est entendu, merci. Je termine la boucle avec vous pour... non, je ne suis pas passé par vous pour l'éducation. Je termine avec vous. Alors, merci. Moi, c'est un sujet qui me tient d'autant plus à cœur. C'est que je suis président localement d'un syndicat intercommunal à vocation scolaire. Et alors, je rejoins pas tout. Parce que pour avoir 4 écoles maternelles en gestion, il y a un dur travail avec l'éducation nationale aujourd'hui pour le remplacement des professeurs absents. Il y a un dur travail de formation des professeurs manquants. C'est un travail qui... Alors, c'est une vocation, être professeur des écoles aujourd'hui. Enfin, ça l'était avant, ça l'est encore. Mais ces professeurs aujourd'hui manquent de temps. C'est beaucoup sur leur temps personnel. C'est énormément en dehors du temps scolaire. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'augmenter les salaires de nos professeurs en France aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas préférable de mettre des moyens supplémentaires de professeurs? Alors, c'est peut-être compliqué, je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais voilà, de ce que moi je subis au quotidien pour les maternelles, je mets des ATSEM à disposition, j'en mets quasiment une par classe, ce qui est l'obligation d'en mettre une par école. Je mets les moyens, mais ça ne doit pas subvenir aux besoins de l'éducation nationale. Voilà. Donc après, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais... Et permettez-moi de dire que le mot éducation nationale, quand je vois qu'aujourd'hui, on se bat plus avec les parents qu'à l'apprentissage avec les enfants, parce que les parents aujourd'hui, pour beaucoup, les enfants sont des enfants rois et ne font plus confiance à l'éducation nationale, du moins au corps enseignant. Et l'éducation nationale, c'est pas tellement le terme que je préférerais l'enseignement national, parce qu'on n'est pas là pour éduquer leurs enfants. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. On va terminer par un dernier petit exercice. Vous allez pouvoir vous adresser face à la caméra et dire aux électeurs pourquoi voter pour vous dimanche prochain. Donc on a remis les compteurs à 0. Bon, on va commencer avec vous. Alors je crois que c'est cette caméra-là. Je vais resserrer un petit peu. Alors, parce qu'en fait il me manque un cadreur. Donc c'est pour ça que... Si tu peux remettre la caméra s'il te plaît, celle-ci. Donc je vais le faire moi-même. Il y a un manque d'effectifs ici aussi du coup. Alors, ah non, je peux zoomer, mais si tu peux mettre cette caméra-là, elle est sur moi. Ouais, sinon on le fait tous. On peut se rapprocher chacun. Oh oui, sinon on va toutes les faire sur celle-ci. Si tu peux mettre cette caméra-là. Voilà. Donc si tu peux serrer sur monsieur. Alors donc, vous avez 1 minute maximum pour dire pourquoi voter les Républicains dimanche prochain. Merci. Alors, c'est simple. Défendre tout d'abord l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire qui est un département qui, moi, me tient à cœur. Au niveau national, être ce lien entre Paris et nos villes et villages. Et enfin, proposer une politique de droite permettant de relever la France, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. En réduisant les dépenses publiques, permettre aux Euréliens pour bien mieux vivre chez nous, ici, en Eure-et-Loire. Voilà. C'est ma conclusion. C'est d'abord notre territoire, le point de vue national, mais je pense que les législatives doivent être aussi une qualité d'élu
du territoire. Voilà, c'est pour ça qu'on doit nous élire et non pas pour un point de vue qui est que national. Les deux sont en jeu aujourd'hui. Merci. Alors, donc on remet la caméra sur Madame Minot. Alors, je te descends un petit peu. Alors, pourquoi voter Rassemblement National dimanche prochain? Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez vu, je suis jeune. Je suis issue d'une génération qui n'a connu que l'État défaillant, où se faire soigner est devenu un luxe, où étudier est devenu difficile. Je porte aujourd'hui les idées du Rassemblement National. Vous avez porté Jordan Bardella en tête des élections européennes dans la circonscription. Aujourd'hui, il est temps de continuer pour tout simplement mieux vivre. Mieux vivre en ayant un meilleur pouvoir d'achat, avec des mesures simples, en augmentant votre sécurité et en diminuant l'immigration. J'ai face à moi deux concurrents, notamment donc, M. Kasbarian à mes côtés, qui porte le bilan totalement obsolète d'Emmanuel Macron. Et j'ai M. Bridé qui défend une écologie punitive et une vision très immigrationniste de la France, ce qui n'est pas la mienne. Aujourd'hui, il faut continuer à se battre. Donc c'est pour ça que je vous appelle tous à aller aux urnes le 30 juin et le 7 juillet. Et merci pour votre confiance. Merci. On repart à Lyon, c'était une minute. Alors parfait. Alors vous l'avez dépassé par M. Kasbarian, s'il vous plaît. Votre minute, pourquoi vous réélire dimanche prochain, à partir de dimanche prochain? Bien. Madame, monsieur, dimanche prochain, vous allez faire le choix de votre prochain député. C'est-à-dire la personne qui va à la fois voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et choisir qui va gouverner la France. Je me représente à vous après 2017, après 2022, pour vous redemander votre confiance. Je suis engagé dans la majorité présidentielle, je suis engagé aux côtés de Gabriel Attal, et vous me connaissez parce que depuis 2017, depuis 7 ans, je suis avec vous dans notre circonscription, à vélo, à pied. Je suis avec vous dans vos projets, pour l'hôpital de Chartres, pour Novo Nordisk, pour des investissements dans le territoire, pour une nouvelle gendarmerie à Galardon, pour avoir plus d'effectifs et plus de projets dans notre territoire qui réussissent. Vous me connaissez parce que j'ai porté des combats fermes sur la question de la propriété privée, de la lutte contre les squats, du nucléaire que je soutiens bien évidemment, de l'économie, de la liberté, du travail. Vous me connaissez et je serai à vos côtés dans les mois et dans les années qui viennent pour pouvoir vous défendre dans un contexte politique difficile, face à des candidats qui font des promesses parfois délirantes, coûteuses, qui ne seront pas financées, mais je serai à vos côtés pour vous servir. Merci, Monsieur Kasbarian. Monsieur Delaunay, pourquoi voter Reconquête? Bien, chers amis, ma famille est eurélienne depuis 1992, j'y ai toujours habité, et beaucoup d'entre vous me connaissent pour mon engagement dans les associations de jeunesse. Dans ces associations de jeunesse, j'ai appris à servir, et aujourd'hui, je veux vous servir à l'Assemblée nationale. Si vous voulez dire stop à l'immigration massive, si vous voulez dire stop à l'insécurité et au laxisme judiciaire, si vous voulez dire stop au matraquage fiscal, si vous voulez protéger nos enfants et nos écoles, si vous voulez battre Emmanuel Macron dans les urnes, il a voulu tenter un coup de poker par la dissolution de l'Assemblée nationale, et ben moi, le 30 juin et le 7 juillet, je vous propose un autre coup de poker. Parce qu'en envoyant un député Reconquête à l'Assemblée nationale, vous envoyez un signal fort et ferme au sommet de l'État. Alors, chers amis, dans cette campagne, j'ai eu et j'aurai toujours un discours de vérité face à la lâcheté et à l'hypocrisie des politiciens professionnels. Moi, le 30 juin et le 7 juillet, je vous propose de faire un vote de courage, le courage de la vérité. Je compte sur vous. Merci. Alors, Monsieur Bridé, on va pouvoir vous mettre sur cette caméra-là, parce que j'ai peur qu'il y ait le ventilo qui vous gêne. Tu peux basculer sur cette caméra-là, elle est déjà prête. Monsieur Bridé, pourquoi voter Nouveau Front Populaire pour ces élections? Je suis né à Chartres, où j'ai fondé et fait grandir et ma famille et mon entreprise. J'y vis toujours. Et député à l'Assemblée nationale, je serai toujours à l'écoute des Auréliens pour nourrir, pour inspirer ce qui sera la continuité du projet du Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire un chemin d'espoir entre l'extrême droite, qui exclut, et entre l'extrême argent, qui divise. Élu député, je mettrai mes valeurs et mon expérience de vice-président de la région Centre-Val de Loire, où le Nouveau Front Populaire améliore déjà au quotidien la vie ici, dans la circonscription, au service de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Nous rétablirons l'ordre, parce que l'ordre républicain, c'est de restaurer la justice sociale, la solidarité nationale et ouvrir le chantier écologique indispensable pour l'avenir de nos enfants. Donc dimanche prochain, votez Jean-François Bridé, votez pour le Nouveau Front Populaire. Merci.
Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai dépassé de 10 minutes le temps que je vous avais vendu pour la préparation de cette émission. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Je remercie également le maire de Maintenon qui nous a prêté gracieusement la salle. Merci à lui. C'est important pour moi, pour le 28 TV, cette web TV citoyenne, de permettre aux élus, aux candidats de s'exprimer dans le cadre notamment des élections. Merci à tous. Et puis, n'oubliez pas, allez voter. Merci, bon retour.